Bienvenue dans cette émission C'est quoi mon avenir agricole? Cette émission se veut instructive pour vous, chers téléspectateurs, en mettant en lumière les besoins des producteurs et les réponses de nos experts. Avant tout, rendons-nous à l'île aux Grues à la rencontre de Frédéric Poulain, un producteur laitier, l'un des producteurs laitiers du fromage Riopel, qui nous donne son avis sur les difficultés qu'il rencontre en termes de terroir et d'agrotourisme. Je suis très fier de ça. C'est un projet magnifique. Je pense que la première des choses qu'on doit faire, c'est définir c'est quoi le terroir. Le terroir, moi, je considère qu'il y a une partie du mot qui sert comme fourre-tout où est-ce qu'on peut mettre à peu près toutes les idées qu'on veut dedans, autant que ce soit relié à l'agriculture. Je pense que ça prendrait une bonne définition de ça, un bon ménage là-dedans. L'autre chose aussi, je pense qu'il faut simplifier la réglementation. Maintenant que vous avez entendu les enjeux sur le terrain, nous invitons Frédéric Poulain, le producteur laitier, à rencontrer nos experts. Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut Jean Garon et ancien sous-ministre au MAPAC. Guy de Bailleul, coprésident de l'Institut Jean Garon et ancien vice-doyen de la faculté d'agriculture de l'Université Laval. Ils sont aussi les deux co-auteurs avec Suzanne Dion de ce livre, Notre agriculture à la dérive. Et ils sont accompagnés aujourd'hui de Simon Bégin, porte-parole de l'Institut Jean Garon, mais aussi ancien attaché de presse de Jean Garon, l'illustre ministre de l'Agriculture de 1976 à 1985. Et maintenant, place au dialogue. Michel Saint-Pierre, vous êtes allé récemment à l'île d'Orléans et vous avez constaté que le prix des fraises de l'île d'Orléans était pas mal plus cher à Lille qu'en épicerie à Québec. Racontez-nous un peu cette histoire. Écoutez, c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai que je suis allé chercher des fraises à l'île d'Orléans, qui est un haut lieu, soit dit en passant, c'est un petit jardin de Québec, c'est un peu. Mais je suis allé chercher des fraises que j'ai trouvées étaient plus chères au comptoir là-bas qu'elles le sont au supermarché pour des fraises du Québec, les mêmes, là, événement. Alors, je me suis dit, il me semble qu'on pourrait y avoir quand même un attrait, attirer l'idée, c'est un peu que les consommateurs, ils trouvent un petit peu leur compte en allant faire une balade puis en payant un petit peu moins cher. Je parle pas d'une grande production. On sait bien que les coûts de production restent élevés, mais il reste tout de même que ça sonne une petite chose, une petite cloche qui dit, est-ce que c'est pas trop la mise en valeur des produits de nos différents terroirs, est-ce que ça se fait bien? C'est une question que je me pose. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète, ce que vous comptez là, parce que on a tous, certains d'entre nous avons voyagé, par exemple, en Espagne, où quand on achète une bière, ils nous fournissent un plat d'olive qui est le produit emblématique de la place. Au Wisconsin, on commande une bière, ils nous donnent un petit plat de fromage avec notre bière qui est tout à fait gratuit. C'est des produits qui sont emblématiques. Et la fraise du Québec était quand même un produit emblématique et devrait demeurer quand même un produit facilement accessible à tous, qu'on devrait promouvoir un peu partout. Il y a une raison pour laquelle on n'est pas capable de rendre ça à ce niveau-là. Et je pense que c'est ça qui est important d'expliquer à un moment donné, pour être capable d'y arriver nous aussi. Quand on parle de terroir, là. Pour moi, c'est les mises en valeur, c'est le lien consommateur-producteur. Michel, c'est vrai que c'est ce que tu dis. On le constate tous qu'il y a des produits locaux qu'on va chercher nous-mêmes qui sont très chers. Mais en même temps, on a vu récemment dans les médias à quel point les maraîchers, ceux qui produisent, ont de la difficulté. Il y a beaucoup d'abandon, beaucoup de faillites. Et souvent, dans les petites entreprises, micro-fermes, souvent biologiques. Nous, à l'Institut Jean Garon, on était interpellés justement par ces gens-là, les jeunes maraîchers qu'on dit de proximité, pour les aider à trouver des solutions. Alors, on travaille sur un projet de colloque où on va leur fournir une tribune pour qu'ils puissent discuter entre eux et essayer de trouver des solutions. Je pense que fondamentalement, c'est probablement un problème d'organisation. Ils sont chacun dans leur coin, ils ont à faire leur mise en marché eux-mêmes, il y a des coûts liés à ça. Et aussi, peut-être un soutien gouvernemental. Quand on pense aux centaines de millions qui sont consacrés par le gouvernement à soutenir la production du porc et le peu de ressources qui sont consacrées à l'horticulture, je pense qu'il y a un déséquilibre. Il faudrait corriger. Mais on va les écouter parce que c'est ça le but. Le rendez-vous, c'est le 2 décembre. 2 décembre. Et on veut surtout avoir de leur part. Pourquoi c'est si cher à la ferme et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Et Fred soulevait effectivement le problème, c'est que on veut que ce soit accessible, mais pas seulement accessible à des gens qui ont des revenus supérieurs à la moyenne, mais au plus grand nombre de gens dans la population. Parce que si des gens renoncent à aller sur place, trouver des produits, discuter avec les producteurs, parce qu'ils vont savoir qu'ils vont payer ça plus cher que s'ils se contentent d'aller
à l'épicerie du coin, eh bien, tout ce qui tourne autour de l'agriculture de terroir, des circuits de proximité, eh bien, c'est pas très favorisé, ce comportement. Ben, c'est sûr que présentement, avec la situation économique, le facteur déterminant, c'est le prix. On sait tous qu'à l'épicerie, les gens vont regarder le prix. Il y a de l'attrait pour le marché local, mais en même temps, il faut comprendre la situation économique. Il faut que ce soit économiquement accessible. En même temps, ce qu'on se constate, c'est que quand les gens s'approprient un produit qui est accessible à tous, à leur famille, même pour ceux qui ont des revenus un petit peu plus bas, c'est qu'on se donne des milliers de porte-paroles de ce produit-là dans notre milieu. Moi, j'étais à la fromagerie de l'Île aux Grues. On n'a jamais eu les meilleurs porte-paroles que les citoyens de l'Île aux Grues qui parlaient avec fierté de leur fromagerie puis qui l'amenaient à toutes les tables où est-ce qu'ils étaient invités. Et je pense que c'est ce qu'on a de la difficulté au Québec quand on parle de terroir, à ce que les gens s'approprient le produit. Pas juste une fois de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais pour vrai que ça fasse partie de notre culture et de notre mode de vie, nos produits à nous. Et ça peut commencer très tôt. Je pense éventuellement à des programmes scolaires qui emmènent les enfants dans les fermes. Évidemment, ça se produit 1 ou 2 fois par an au moment de la récolte des pommes, mais si ça pouvait être plus systématique. Et je sais que dans certains pays, il y a des programmes qui favorisent la distribution des produits agricoles aux écoles du coin. Et ça a un double mérite, ça améliore la ration alimentaire des enfants en question. Et puis, ça les favorise, ça les habitue au fonctionnement de l'agriculture locale. Alors, vous l'avez vu à la ferme, Frédéric Poulin nous a soulevé le problème du mur à mur en agriculture. On se pose parfois la question, est-ce que les règles administratives ne sont pas trop pesantes pour les agriculteurs? Est-ce que dans certains développements des régions, certains développements du terroir, est-ce que les règles administratives ne sont pas trop imposantes? On le voit actuellement avec l'affaire Pelchat, beaucoup de questions autour de la CPTAQ. Alors Guy, quelle est ta lecture des règles administratives au Québec? Oui, effectivement, c'est une impression qui peut surgir quand on examine un peu l'univers dans lequel on vit actuellement. Et on s'y est attardé d'ailleurs avec Michel et Suzanne dans ce livre dont tu as fait écho, Notre agriculture à la dérive. Parce qu'à la fin des années 70 et au début des années 80, on a assez largement bouleversé le paysage des politiques et des interventions au Québec. On vient de faire allusion à la protection du territoire agricole, mais il y a eu aussi tous les grands programmes d'assurance stabilisation qui ont vu le jour. Et à la faveur de ces changements, en fait, on a mis en place une vision de l'agriculture qui ne correspond plus forcément à celle qui est aujourd'hui de plus en plus évidente. On a mis en place une vision de l'agriculture d'abord à travers ce que pouvait être une ferme. Par exemple, la CPTAQ considérait à l'époque, et c'est la loi qui avait prévu ça, qu'une ferme, c'était une entité d'environ 100 hectares. Et qu'en dessous de ce seuil, c'était difficile de se prendre pour un entrepreneur agricole. Déjà, il y avait une question de taille. Il y avait une question aussi de ce qu'était une exploitation agricole, qu'est-ce qu'elle faisait. Et il s'agissait surtout de reconnaître et de faire reconnaître qu'une entreprise agricole produisait des produits agricoles standards. Et souvent, c'était des produits considérés de masse. Par exemple, le lait, c'était une entité qu'on pouvait transformer à la faveur des usines de transformation, mais au départ de la ferme, c'était quelque chose de tout à fait uniforme. Les activités agricoles étaient un peu vues de cette façon et on privilégiait des grands modèles de production avec des systèmes de production relativement simplifiés. Il y avait peu de diversité sur les exploitations agricoles et on soutenait le développement de ces productions par des instruments dont il y avait la gestion de l'offre d'un côté et il y avait notamment l'assurance stabilisation du revenu agricole. Et c'était pour l'essentiel des politiques conçues un peu mur à mur. On considérait qu'elles étaient valables, que ce soit en Abitibi, au Lac-Saint-Jean ou en Montérégie. Et il a fallu du temps pour se rendre compte que l'agriculture, elle évoluait peut-être un peu différemment, qu'il y avait des nouveaux modèles qui aspiraient à se mettre en place, des nouvelles cultures. Et on s'interroge aujourd'hui sur le fait que ce type de réglementation, ce type de fonctionnement de protection du territoire agricole, d'accompagnement en termes de programme, est-ce que
ces politiques en place, elles sont bien adaptées pour favoriser une diversification des modèles. Elle tire sur le statu quo, quoi. Oui, on a tendance effectivement à reproduire le statu quo. Comment ça se vit au local, cette super réglementation-là? Bien, c'est sûr que souvent, on se rend compte qu'une politique qui a été pensée, par exemple, pour la couronne de Montréal, avec les unités thermiques de Montréal, puis le développement urbain qu'il y a là, correspond probablement pas, et ça, à grande majorité du temps, correspond pas à ce que peut être le village de Saint-Pacôme, par exemple, à ce que peut être... Et souvent, dans ces régions-là, il y a de jeunes entrepreneurs agricoles qui n'inspirent pas nécessairement à aller vers des productions réglementées, mais qui ont envie de vivre l'agriculture, qui voudraient le faire autrement, mais qui sont empêchés par la réglementation en place. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on voit nos villages se vider, nos rangs se vider. On a des gens qui voudraient venir, mais ils n'ont pas la possibilité de venir en ville et de vivre leur rêve parce qu'il y a une réglementation qui l'empêche. Et on n'est plus autant nombreux dans nos maisons maintenant qu'on l'était il y a 50 ans. Et vous l'avez fait allusion, c'est on ancre une réglementation dans le temps, puis on laisse tout le temps évoluer au côté. Ouais. Et après ça, on est surpris que ça ne correspond plus. Et je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a aucun mécanisme qui fait en sorte que ces règlements-là sont revisités régulièrement. Oui, ailleurs, il y en a, je ne sais pas ça. Mais ici, ça a été écrit comme s'il n'y avait pas de période de validation ou de réévaluation de ces programmes-là. Il n'y a pas eu d'approche plan quinquennale qu'on retrouve. Parce que le CPTQ date de quelle année? Les premiers programmes d'assurance stabilisation, c'est 78. Oui. La loi de protection, c'est 78. Souvenons-nous, 78, on fumait dans les avions, on fumait dans les écoles, on avait de l'essence au plomb. Mais toutes des choses qui aujourd'hui seraient totalement impensables, mais on a la même réglementation. Vous l'exprimez très bien dans votre livre. On est dû au Québec pour une grande refonte des politiques agricoles. Notamment, à contrario, juste dire, la loi de protection agricole, elle a le dos large, c'est vrai. Mais récemment, on a participé beaucoup à la commission, à l'Institut Jean Garon, à une grande révision, une grande consultation pour une révision de la loi de protection. Et on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais dans les critères de la loi, il y a eu beaucoup d'introductions de prise en compte des particularités régionales. C'est vrai que c'est lourd, ça va prendre beaucoup de courage politique, dans le fond, pour changer ce qu'on vient de décrire, mais il y a quand même des gestes qui se posent là, pour tenir compte plus des réalités régionales. C'est juste qu'il ne faut pas, en tout cas à mon avis à moi, c'est juste qu'il ne faut pas toujours faire du saupoudrage, puis il faut y aller pour vrai. Oui, absolument. C'est à un moment donné, prenons le couteau, tranchons la brique en deux, puis on commencera sur la réalité d'aujourd'hui. En ce matin, comme vous le disiez, en se mettant des dates butoirs où est-ce qu'on aura l'obligation de revérifier si ça correspond toujours. Parce qu'on n'enlève jamais. Hein. C'est ça qui est curieux dans tout ce qu'on appelle réglementation, programme et tout. Jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas d'exemple pour dire on enlève les choses et on refait. Non, on en parle beaucoup, mais on ne le fait jamais. Oui. On fait des réunions, on fait des consultations. Beaucoup de firmes qui travaillent sur ces dossiers-là. C'est ça. Dont celle de protection du territoire agricole pour lequel Simon a mentionné, on a participé. Bon, on se croise les doigts, mais j'espère qu'il va y avoir plus que du saupoudrage, des petits ajustements à gauche et à droite, mais pas certain. Et puis, je pense qu'il y a un nouvel équilibre à trouver parce qu'on a fait allusion à des défis globaux qui se posent à l'agriculture, mais il y a des défis régionaux. Et donc, dans un contexte où on avait mis en place des politiques mur à mur, on s'aperçoit que ces politiques, elles sont plus adaptées à l'échelle régionale. Donc, en fait, le défi, c'est de savoir quel équilibre il faut trouver entre les décisions à prendre au niveau central, au niveau de la province, et puis le degré de liberté qui peut être accordé à des échelons intermédiaires, comme par exemple les MRC. On voit que certaines des MRC, à travers leur PDZA, à travers les initiatives qu'elles prennent, cherchent à développer l'agriculture à l'échelle de leur territoire, et quelquefois, elles butent sur l'existence de ces territoires, de ces réglementations. Est-ce que, genre, en disant qu'un jour, il faudra aussi réapprendre à faire confiance à nos agriculteurs? Vous savez que c'est M. Garon qui a mis en place pour tous les codes politiques, l'assurance stabilisation, pas de son, c'est un code, mais à la fin de sa vie, il était le premier à dire qu'il fallait que ça change. Et c'est ce que je disais, probablement qu'il va falloir recommencer à faire confiance aux producteurs comme étant
les gardiens du territoire, puis ceux qui sont capables de trouver rapidement des solutions. Ouais. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Alors, on va profiter qu'on a sur le plateau à la fois un producteur de l'île aux grues et des experts pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur le développement du terroir à l'île aux grues. On a vécu tout au long de l'année, au cours de l'été, une affaire médiatique autour du domaine Pelchat-Le-Maître-Auger dans la vallée d'Oka qu'on a suivi de très près, autant nous, la vie agricole, que l'Institut Jean Garon. Frédéric Poulin, quelle est la situation du terroir à l'île aux grues? Quels sont les espoirs aussi de développement du terroir et de l'agrotourisme à l'île aux grues? Tu peux en parler maintenant avec des experts. Ben, l'agriculture et le tourisme, ça va ensemble à l'île aux grues. Bon, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'agrotourisme aussi. D'ailleurs, je pense que la renommée des fromages de l'île aux grues a aidé à faire connaître l'île. Mais les gens qui ont connu l'île et qui ont consommé les produits ont aidé à faire connaître les fromages aussi, partout au travers du monde. Et je pense que le futur, c'est de vraiment stabiliser une petite production sur un territoire d'appellation d'origine contrôlée naturelle. Il faut savoir que l'île aux grues n'est pas accessible par la route, elle est accessible par bateau. C'est un produit très, très, très niché. Puis pour la première fois depuis 1 an, il n'y a aucun natif de l'île aux grues qui font du lait à l'île aux grues. C'est tous des gens qui viennent de l'extérieur de l'île, vivent un rêve d'agriculture, mais un rêve d'agriculture où est-ce que le produit n'est pas anonyme. Il n'y a rien de plus valorisant que d'être dans une épicerie puis de voir des gens acheter son propre produit. Ça, je pense que c'est la magie de l'agriculture. C'est quand on dit nourrir le monde, pour nous, ça prend tout son sens. Nous, le fromage, en plus, c'est festif, donc c'est très bien. Ce qu'on s'attend des instances gouvernementales, c'est évidemment une simplification de la façon de fonctionner. La façon de rendre moins tatillonne la réglementation. Moi, je pense qu'on est tous pour une vraie belle réglementation, contrôler les excès, mais contrôler les excès pour ce qu'ils sont, des excès, et pas toujours faire une loi en pensant au plus débile de la gang. C'est-à-dire s'assurer, tu sais, des fois, on fait des lois pour contrôler 2-3 excès, mais c'est même pas 1% de ceux qui sont intervenants là-dedans. Et ça devient très lourd et très lent pour tous les autres autour qui, eux, respectent avec le gros bon sens le chose. Et en même temps, quand il y a une nouvelle réglementation, puis on le disait tantôt, il s'en enlève jamais, mais le producteur, lui, il cumule tous, une en arrière de l'autre, que ce soit du MAPAC, du ministère de l'Environnement, de la financière agricole. Il y a toujours une accumulation au niveau du producteur. Ça l'enlève un peu de liberté de temps pour les producteurs qui sont déjà impliqués, mais ça aussi, ça décourage peut-être beaucoup de jeunes qui voudraient commencer puis qui voient un mur administratif en avant d'eux autres qui est trop lourd pour ce qu'ils veulent faire, parce que les autres, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'agriculture, pas du bureau. Donc, je pense que vous êtes les experts là-dedans, vous avez été impliqués dans le domaine. Je pense qu'il y a là un grand ménage à faire là-dessus, mais comment est-ce qu'on s'y prend, par où qu'on commence? Ça, c'est l'autre question. Bon, c'est une bonne question. Je vais poser une question. Est-ce que vous exprimez assez clairement là, vos récriminations, vos attentes en matière d'allègement, par exemple? Est-ce que, par exemple... Il y a eu plein de manifestations de l'UPA là, dans l'année passée, là. Mais tout le monde dit qu'il veut le faire. Personne ne le fait pour vrai. Puis je pense qu'il faut faire la distinction entre la réglementation et l'implication que ça prend, comme tu disais, de la part de l'agriculteur, non pas pour satisfaire ces exigences, mais pour en rendre compte. Parce que c'est vrai que l'agriculture, elle a des impacts très importants sur l'environnement, elle a des impacts très importants potentiellement sur la santé, puisqu'elle produit des produits destinés à être consommés. Donc, c'est important d'avoir une réglementation qui protège l'ensemble des citoyens contre des dérives possibles. Et l'image de l'agriculture. C'est une autre chose que de dire, oui, mais cette mise en œuvre de réglementation, elle va impliquer que l'agriculteur passe sa journée à expliquer qu'il a bien respecté ses exigences. Et je pense que là, on est dans une sorte de dérive aussi, c'est-à-dire d'exigence de rapport alors que en fait il y aura certainement des moyens d'alléger ça sans que ça remette en cause l'importance de la réglementation, parce qu'il y a toujours aussi l'idée de vouloir supprimer la réglementation. Par exemple, s'il s'agit de protéger les cours d'eau, les bandes riveraines, etc., on s'est rendu compte à quel point ça devenait essentiel.
Et que vouloir alléger cette réglementation, c'est un risque direct pour l'environnement. Mais par contre, on n'est pas obligé de mettre en demeure l'agriculteur à chaque fois, chaque semaine, de tenir un registre. Moi, je pense que Fred a souligné le fardeau administratif de toutes ces réglementations est très lourd. Mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut alléger, mais il faut en garder quand même des brins. On a mentionné tantôt un peu le cas de le vignoble de M. Pelchat. C'est un très beau cas où, face à une pression médiatique très forte pour « Hey, ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait qu'on veut empêcher M. Pelchat de faire ses spectacles dans son vignoble? Qu'est-ce que ça dérange? » Bien, ça dérange beaucoup de choses. Il faut vraiment le voir, aller sur le terrain, voir à quel point ça peut représenter, si ces activités-là, à grand gabarit, tenir un petit spectacle de musique dans un vignoble une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais organiser des grands concerts 45 fois dans l'été, dans des petits rangs de village, ça n'a pas de bon sens et ça crée des dommages à l'agriculture. Alors, il faut, oui, mettre la pédale douce, arrêter d'écœurer le bon producteur avec toutes ces réglementations-là, mais il faut garder des balises pour empêcher ces effets. Alors, pour terminer l'émission, on va terminer avec quelque chose de particulier qui s'appelle le confessionnal. On va profiter d'avoir des experts avec nous et un producteur laitier pour les mettre dans une situation un peu particulière. S'ils étaient demain matin ministres de l'Agriculture au Québec, quelle serait leur première action? J'aurais de la difficulté à ne pas répondre dans le sens d'un gros travail que j'ai fait en quittant mes fonctions la dernière année, c'était celui de révision des programmes de soutien. On l'a démontré à maintes reprises que le portrait de l'agriculture du Québec actuellement est essentiellement le résultat des programmes qui ont été mis en place, surtout depuis le début des années 70, fin 60 à peu près, qui n'ont jamais été chauds. Donc, on a littéralement modelé notre agriculture dans le sens de ces programmes-là et probablement mis beaucoup d'argent, soit dit en passant, parce que les programmes de soutien de l'agriculture, on a parlé de l'ASRA, mais il y a quand même un plus grand nombre de programmes que ça, ont coûte à l'État plus cher que toute comparable nord-américaine. Alors donc, il y a l'argent, il faut donc redistribuer, refaire des programmes et surtout, je pense, s'assurer qu'on va vers une agriculture beaucoup plus variée, beaucoup plus fonction des régions en particulier. Donc cette révision des programmes-là est essentiellement à faire et on l'a démontré, je pense, clairement dans le livre « Notre agriculture à la dérive ». Alors, parmi les problèmes qu'on a évoqués, il y a celui de l'accès aux terres. Il se trouve qu'au Québec, les agriculteurs sont amenés à être propriétaires d'une beaucoup plus grande partie de leurs terres que ce que l'on observe en Ontario, dans le reste du Canada, aux États-Unis ou encore plus en France. Et ça représente une charge très importante pour les agriculteurs et en particulier pour ceux qui veulent y rentrer. Alors, si j'étais ministre de l'Agriculture, je pense que je lancerais un grand chantier sur la mise en œuvre d'une loi organisant la location des terres agricoles dans des conditions qui garantissent aux producteurs des baux de longue durée, donc 9, 12, 15 ans même, et qui seraient automatiquement renouvelables s'il décide de rester en agriculture ou si le propriétaire ne décide pas lui-même de reprendre la terre pour la cultiver, et qui garantissent aussi aux propriétaires des revenus décents. Donc, il faudrait une sorte d'encadrement. Et comme pour beaucoup d'agriculteurs, ces terres sont aussi considérées, à juste titre, comme un fonds de retraite, en quelque sorte, pour que ça soit compatible avec la location, il faudrait probablement mettre en chantier aussi un programme de mise en œuvre de retraite pour les agriculteurs, au moins de retraite minimale, qui nécessiterait, qui les amènerait moins à vouloir vendre leurs terres de plus en plus cher. Donc, c'est ces deux chantiers que je lancerai le plus tôt possible. Alors, moi, si j'étais ministre de l'Agriculture, ça étonnera probablement pas mes amis, je ferais exactement ce que M. Garon a fait. On pense à M. Garon comme étant le père de la loi de protection du sol agricole, le père de l'assurance stabilisation, mais dans le fond, son grand œuvre à M. Garon, ça a été une job de communication. Pendant des années, il s'est promené partout au Québec, il a fait multiplier les conférences de presse, multiplier les déclarations pour convaincre les Québécois que l'agriculture, c'était important. Parce que si la population ne le croit pas, le gouvernement ne bougera pas. Puis, à l'interne, il a fait aussi une job de communication.
qui s'est entendu avec René Lévesque et avec Jacques Parizeau pour que l'agriculture monte dans la liste des priorités du gouvernement. Autour de la table des ministres, du Conseil des ministres, tout le monde joue du coude. Et actuellement, malheureusement, je pense que l'agriculture est pas mal plus dans le creux de la cave, alors que M. Caron avait réussi à la faire monter dans la rang des propriétés. Alors, un ministre de l'Agriculture devrait d'abord s'attaquer à ce problème-là, de faire monter l'agriculture dans l'ordre des priorités du gouvernement. Ben moi, si j'étais ministre de l'Agriculture, la première chose que je ferais, c'est que je m'organiserais pour faire déclarer l'agriculture économie d'importance nationale. Pour qu'on se donne les moyens, comme gouvernement, d'être capable d'agir rapidement pour changer les choses qui sont à changer. Ça fait 50 ans qu'on a des réglementations qui évoluent pas dans le temps. Il faut ramener ça rapidement à bonne place. On peut pas prendre 50 ans pour changer les règlements parce que là, on va être 100 ans en retard. L'autre chose que je ferais aussi, c'est que j'essaierais d'alléger énormément le cadre réglementaire qui régit les agriculteurs. Pas de façon à enlever des règlements qui sont très utiles, par exemple la protection de l'environnement ou le bien-être animal ou la salubrité des aliments, mais s'assurer que ces règlements-là soient faciles à appliquer à la ferme et qu'ils se concentrent sur l'essentiel du but recherché. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut se donner aussi des benchmarks, des points de mesure de ce qui est fait au gouvernement pour s'assurer qu'on vise juste à chaque fois, pour pas laisser des choses qui sont un peu à côté de la plaque continuer d'évoluer.